Merci beaucoup, Laurent. C'était très touchant, ta présentation. Merci à tous d'être ici ce soir. Je vais donc vous parler de mes prédécesseurs. Et le premier étant Jean-Baptiste Rondelet. Jean-Baptiste Rondelet est né en 1743 au sein d'une famille très nombreuse et a reçu une excellente éducation. Il va faire ses classes dans un collège de jésuites, puis être employé par son père pour devenir maître maçon. À 20 ans, il monte à Paris pour poursuivre ses études, mais n'ayant pas de moyens financiers, il va pendant 7 ans mener de front études et travail. Il suit alors les cours de Jacques-François Blondel, qui est à l'Académie royale d'architecture, bien évidemment. Alors, bien évidemment, mes pages ne sont pas dans le bon sens. Il faut rappeler que le Paris de la fin du règne de Louis XV est un vaste chantier. Nicolas Camus de Mézières construit la Halle au Blé, Denis Antoine l'hôtel de Valmonnet, juste à côté de nous, de Veillé et Père, la Comédie Française. Et déjà, l'église Sainte-Geneviève, que nous appelons aujourd'hui le Panthéon, est confiée à Soufflot. Soufflot conçoit une église traitée avec un dôme en pierre et des coupoles en pierre, ce qui a été une nouveauté incroyable, parce que tous les édifices auparavant avaient des dômes, mais bien évidemment avec des charpentes en bois et des couvertures d'ardoise, beaucoup plus légères. Pierre Patte, le grand architecte du XVIIIe siècle, écrit en 1769 un article accompagné d'une page d'illustration, que vous voyez là, traitant du projet de Soufflot pour l'église Sainte-Geneviève. Et son titre est le suivant, où il est question de prouver que les piliers déjà exécutés et destinés à porter ce coupole n'ont point les dimensions nécessaires pour espérer y élever un semblable ouvrage avec solidité. Donc en fait, c'était pas très sympa. Et Rondelet va alors rédiger un article défendant le projet de Soufflot contre l'opinion de Pierre Patte, et c'est ainsi qu'il est engagé par Soufflot, et il a 27 ans. Ce qui est assez drôle, c'est que plus tard, Rondelet lui-même renforcera les piliers qui soutiennent les coupoles, car en fait, elles ne sont pas du tout suffisantes pour le soutenir. Dès que Rondelet collabore avec les équipes de Soufflot, il réalise une maquette, qui est encore exposée aujourd'hui à l'intérieur du Panthéon. Elle a pour objet de trouver ce qu'on appelle aujourd'hui des sponsors pour financer la construction de l'église. Ce qui est extraordinaire, c'est que donc le roi lance un édifice sans avoir le moindre sou pour le payer, avec un architecte qui ne sait même pas comment il va tenir. Il faut quand même réaliser la confiance de chacun de tous ces participants. Et en effet, la foule se presse pour admirer la maquette, des loteries sont créées, et ça aide le financement de la construction de l'édifice. Soufflot meurt en 1780, et les travaux sont arrêtés. Le roi envoie alors Rondelet à Rome, où il restera 1 an. À son retour, les travaux de l'église ont repris, et il va assumer tout d'abord une mission d'inspecteur. Avec la Révolution, l'édifice, bien évidemment, est rebaptisé. Il ne s'appelle plus une église, mais il devient le Panthéon, dédié aux grands hommes de la patrie récompensés. Il a alors, donc, lorsque Rondelet revient de Rome, il devient donc directeur des travaux, puis il devient le grand patron. Ça fait déjà 36 ans qu'il travaille sur l'édifice. En réalité, Jean-Baptiste Rondelet était essentiellement un théoricien de l'architecture. Son traité théorique et pratique de l'art de bâtir, en 7 volumes, sera utilisé par tous les architectes tout au long du XIXe siècle, car il offre des manières de calculer de façon simple les efforts dans les maçonneries et les pousser dans les voûtes. Ce traité connaîtra 17 éditions françaises et sera traduit très rapidement en italien et en allemand. En fait, ces interventions sur le Panthéon ont eu essentiellement pour but d'empêcher qu'il ne s'effondre et que les pierres tombent. Il fallait solidifier les structures et il a montré son talent, permettant de concilier l'audace architecturale avec la sécurité structurelle. Il a ainsi développé l'intégration des barres de métal dans les appareils de pierre afin d'offrir aux maçonneries de l'église une certaine stabilité, car elle se fissurait dès le début de la construction. Il peut être ainsi considéré comme le précurseur
du béton armé. Jean-Baptiste Rondelet rejoindra notre académie en 1815 et s'éteindra en 1829 à l'âge de 86 ans. Vous allez voir, l'architecte vit assez vieux quand même. À la suite du décès de Jean-Baptiste Rondelet, c'est Jacques Molinos qui est élu sur le fauteuil numéro 7 en 1829, à l'âge de 86 ans. Il mourra 2 ans plus tard. C'est un peu triste. J'ai beaucoup de liens affectifs avec Jacques Molinos parce qu'il est né, il est né en 1743, c'est pas pour ça que j'ai des liens affectifs, mais j'ai la chance de posséder beaucoup de livres de sa bibliothèque. À 40 ans, il réalise avec son confrère Legrand la couverture par une coupole en charpente de bois, dite à la Philibert Delorme, de la cour intérieure de la Haut-le-Grain, conçue 20 ans plus tôt par Nicolas Camille-Mézières, comme on l'a dit tout à l'heure. Cette charpente, même si elle n'est pas la plus représentative de l'œuvre de Molinos, m'apparaît comme la plus extraordinaire. Elle fait penser d'ailleurs au dessin de Boulet, vous savez, qui était à cette époque. Elle fut malheureusement incendiée en 1802 et remplacée par une coupole en fer. Cette réalisation était si fameuse que Thomas Jefferson, alors qui était ministre des États-Unis à Paris, souhaitait la visiter et en commanda des plans pour son pays. Lorsque j'ai été chargé comme architecte des monuments historiques de ce monument, j'ai eu l'occasion de reprendre l'ensemble des vers de l'ouvrage qui était alors établi sur une structure métallique réalisée par Bélanger en 1813. Elle couvrait toute cette avant-cour. C'était avant que Pierre-Antoine Gattier ne la restaure entièrement en conservant, encore une fois, les structures anciennes lors de la réalisation de la Bourse de commerce Pinot Collection. Pierre-Antoine Gattier et moi-même avons ainsi tous deux des liens avec notre confrère Molinos. Beaucoup d'œuvres de Jacques Molinos, celle de la fontaine Saint-Honoré que vous voyez ici, ont disparu. En revanche, l'architecture très intéressante de cet immeuble de la rue Saint-Florentin nous est parvenue. Mais l'œuvre majeure qu'il nous a léguée est l'agrandissement du Muséum d'histoire naturelle de Paris et de son jardin, qui a été décidé en 1794. Le muséum avait été créé 1 an plus tôt, sur les terrains où Buffon avait fait planter des arbres provenant déjà des 4 coins du monde. Molinos va créer sur ces terrains une ménagerie, ce qui était alors une grande innovation. Il dépose un plan et les dispositions pour acquérir les terrains nécessaires afin, je le cite, d'élever à la nature un palais ou plutôt un temple qui soit digne d'elle et qui puisse en quelque sorte la contenir tout entière. Et c'est ainsi que Molinos, au fil des dizaines d'années qui suivirent, inventa le principe d'une ménagerie constituée de fabriques. Elle présente un ensemble pittoresque qui offre aux visiteurs la possibilité d'observer toutes sortes d'animaux, des abeilles jusqu'aux éléphants. À la mort de Molinos en 1831, à l'âge de 88 ans, la ménagerie occupait déjà les 3/4 des terrains sur lesquels elle s'étend aujourd'hui. Et vous voyez donc ici le pavillon des éléphants. Enfin, vous avez vu, oui, le pavillon des éléphants, qui est d'une architecture totale en rupture par sa conception avec les architectures de cette époque. On va regarder cette image. Je vais vous parler, dire un petit mot sur les Grands Prix de Rome. Car même si notre confrère Émile Jubelin, qui en a été le dernier, déjà lors d'une précédente intervention, parlait du Grand Prix de Rome, je veux rappeler de quoi il s'agit. Dès 1966, l'Académie de France à Rome accueille 12 peintres et sculpteurs lauréats de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Puis, à partir de 1720, des architectes. Ils sont alors reçus tout au long du XVIIIe siècle au palais Mancini, qui sera pillé malheureusement par les Romains en 1793. Le concours s'interrompt la même année, mais il est rétabli en 1797, même si alors les primés ne quittent pas Paris. L'Académie de France rouvre ses portes en 1803 au sein de la Villa Médicis que Napoléon Ier a achetée, et les statuts alors sont modifiés et l'organisation du concours est confiée alors à notre académie, l'Académie des Beaux-Arts, qui en assumera la responsabilité jusqu'en 1968. La carrière des architectes reflète bien sûr l'environnement économique au sein duquel ils exercent. Et Achille Leclerc, qui succède à Molinos sur le fauteuil numéro 7, en est un bon exemple. Né en 1785 de père architecte, il entre à 16 ans
dans l'atelier de l'architecte Jacques Percier, puis en 1808, à l'âge de seulement 23 ans, il remporte le premier prix de Rome. Il séjournera longtemps à la Villa Médicis, puis dans le sud de la France, et ne rejoindra Paris qu'en 1815, où il ouvre son agence. Il n'a que 30 ans. N'ayant aucun passé, puisque le règne de Napoléon Ier vient de s'éclipser, et qui puisse lui être reproché n'importe quoi, enfin, il est tout à fait blanc, et comme il est extrêmement talentueux, Achille Leclerc va crouler sous les projets. Il va exercer son art pendant les règnes de Louis XVIII, de Charles X et de Louis-Philippe, temps où l'aristocratie reconstitue ses biens, construit maisons et châteaux, et où la ville de Paris se développe autour du quartier Saint-Lazare. Il va aussi travailler en Suisse, notamment à Lausanne, sur le château de Montrepos, que vous voyez ici, où a résidé Voltaire au XVIIIe siècle. Il le réaménagera et il construira aussi une vaste orangerie. En 1824, Leclerc est engagé dans le projet d'aménagement du nouveau quartier Poissonnière. Il réalise des immeubles autour de la place aujourd'hui appelée la place Franz Liszt, qui se développe devant l'église Saint-Vincent-de-Paul, dans le 10e arrondissement. Ce sont ces immeubles qui ont été quand même assez abîmés depuis le 19e siècle. Et Achille Leclerc construit plusieurs aussi maisons particulières. Vous voyez ici l'un de ses projets, un atelier de sculpteur, rue d'Assas, qui reflète parfaitement son style. Vous voyez, c'est un style qui est même très, très contemporain par rapport aux autres architectures du début du XIXe siècle. Mais Achille Leclerc occupe aussi une place importante dans l'enseignement de l'architecture. Et dès son retour à Paris, en 1815, il commence à enseigner aux Beaux-Arts et formera de nombreux architectes, dont Viollet-le-Duc. Achille Leclerc écrit dans un discours de cette école: « L'architecte doit être archéologue pour comprendre le passé, artiste pour concevoir le beau et ingénieur pour réaliser le possible. C'est cette triple formation que je m'efforce de donner à mes élèves. » Et je crois que c'est encore actuel aujourd'hui. Il révolutionnera l'enseignement de l'architecture en développant la méthode de l'atelier ouvert à l'encontre de l'apprentissage qui était simplement de la doctrine. Nommé secrétaire archiviste de l'École des Beaux-Arts, il a aussi établi le fondement de la conservation patrimoniale et des méthodes muséographiques d'aujourd'hui. Il est élu au sein de notre académie en 1831 à l'âge de 46 ans et il s'atteindra en 1853 à l'âge de 68 ans. C'est Guy de Gisors qui sera élu au fauteuil numéro 7 un an plus tard, en 1854. Il a alors 58 ans. Né en 1796, il est comme Achille Leclerc, élève de Charles Percier. Il remporte en 1823 le second prix de Rome, derrière Félix Duban, et en 1834, à l'âge de 38 ans, il est nommé architecte des bâtiments civils. Alphonse Guy, alors son prénom vraiment complet, c'est Alphonse-Henri Guy de Gisors, est considéré dans l'histoire de l'architecture comme l'un des plus grands architectes du XIXe siècle. Ses réalisations sont nombreuses et importantes, et je ne peux donc pas toutes les montrer ici. Je vais me limiter à 3 d'entre elles. La première porte sur la transformation de l'hôtel du Luxembourg pour y abriter la salle des pairs, aujourd'hui la salle du Sénat. Il va doubler l'hôtel construit pour Marie de Médicis par Salomon de Brosse afin d'aménager la salle des séances, qui est celle que nous connaissons aujourd'hui. Il crée alors une salle en hémicycle qui influencera toute l'architecture politique européenne. En 1852, à la demande de Napoléon III, il édifie toujours dans ce palais du Sénat aujourd'hui la galerie du trône, aujourd'hui appelée la salle des conférences, qui établit l'esthétique officielle du Second Empire, qui n'est pas très modèle de style grandiose et orné. La seconde réalisation que j'ai choisi de vous présenter porte sur la construction du palais Lantivie, aujourd'hui hôtel de la préfecture à Ajaccio en Corse. On y retrouve la marque de l'italianisme qui caractérise son œuvre, et vous pouviez voir ici sa façade principale ainsi qu'une vue sur sa cour intérieure. Enfin, le troisième édifice de ma sélection porte sur le théâtre de l'Odéon,
dont il va avoir la charge à partir de 1837, ce qui crée un lien entre nous, puisque 170 ans plus tard, j'interviendrai comme lui sur cet édifice. Guy Gésor s'atteindra en 1866 à l'âge de 69 ans. C'est Joseph Louis Duc qui lui succède dans la même année. Il est né en 1802, pensionnaire à la Villa Médicis pendant 4 ans. Il y retrouve Félix Duban, Henri Labrousse et Léon Vaudoyer. Et les 4 amis qui tous parcourront l'architecture du XIXe siècle élaboreront ensemble une théorie sur l'origine décorative de l'architecture antique. Elle révolutionnera les méthodes d'études archéologiques. À l'issue de la Révolution de juillet 1830, où Charles X est chassé du pouvoir pour être remplacé par Louis-Philippe, ce dernier décide de construire un monument à la gloire de ses journées, dite les Trois Glorieuses. L'étude en est confiée à Lavoine, mais à son décès, c'est Joseph Louis Duc qui reprend le projet, le modifie et le réalise. Au sommet de la colonne de Juillet est placée la sculpture en bronze doré d'Auguste Dumont, le génie de la liberté. Joseph Louis Duc poursuivra de nombreux autres projets, mais ce sont ses réalisations au sein du Palais de Justice de Paris que j'ai choisi de vous présenter, car ce sont elles qui caractérisent le mieux sa carrière d'architecte. On dira de lui à son décès: quel magnifique programme s'offrait à l'architecte. Ce n'était plus seulement une dépendance quelconque du Palais de Justice qu'il fallait édifier, c'était en quelque sorte le Palais de Justice tout entier, qu'il fallait caractériser par son expression la plus haute et la plus absolue. Malgré les réserves de Félix Duban, qui est chargé de la restauration de la Sainte-Chapelle, Joseph Louis Duc va construire de nombreux bâtiments proches de celle-ci. Il va doubler la construction qui se développe le long du boulevard du Palais, puis restaurer aussi sur ce boulevard la tour de l'horloge. En 1852, il présente un projet pour la nouvelle façade donnant accès à la cour d'assises qu'il réalise, et 10 ans après, il est nommé architecte de la cour de cassation et va lancer 5 ans plus tard la construction de la façade occidentale du Palais de Justice. C'est-à-dire qu'en fait, il fait tout, avec ses colonnades, ses emmarchements qui donnent donc sur la place Dauphine. C'est un nouveau petit clin d'œil avec moi, puisque je serai pendant de longues années chargé de la restauration du Palais de Justice de Paris ainsi que de la Sainte-Chapelle, et que je conduisais la restauration de tous ces ouvrages que vous nous voyez. Joseph Louis Duc sera le premier lauréat du Grand Prix d'architecture créé par Napoléon III en 1869, 3 ans après son élection à l'Académie des Beaux-Arts. Il s'éteindra en 1879 à l'âge de 78 ans. C'est Émile Vaudremer qui lui succède sur le fauteuil numéro 7. Émile Vaudremer est né en 1829 et après ses études aux Beaux-Arts, il devient second prix de Rome en 1854 et va résider pendant 4 ans à la Villa Médicis. De retour à Paris, il va mener une carrière d'architecte officiel et diriger dans le même temps son propre atelier à l'atelier des Beaux-Arts, enfin à l'école des Beaux-Arts. Jean-Michel Legnaud, notre contemporain, historien de l'architecture, écrira « Tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'architecture française du XIXe siècle s'accordent à placer Vaudremer parmi les majeurs, et même pour certains, l'égal d'un Viollet-le-Duc, sauf pour la notoriété qui n'était pas, à l'évidence, son souci majeur. » Il est intéressant d'examiner l'évolution de la société au cours du XIXe siècle à travers les architectes qui se succèdent sur le même fauteuil tout au long de celui-ci. Au début du siècle, il se construit châteaux et hôtels particuliers pour le milieu aristocratique. Puis, l'on s'ouvre au monde réel à travers l'aménagerie du Jardin des Plantes. L'on voit ensuite Paris se développer avec les quartiers de la Nouvelle Athènes ainsi que les pouvoirs de l'État avec le développement du Palais de Justice de Paris. Émile Vaudremer s'inscrit dans cette évolution puisqu'il va construire peu de temps après son retour à Rome, entre 1863 et 1868, la prison de la Santé. Beaucoup plus moderne et sûre et confortable que les prisons qui existaient alors dans de nombreux quartiers de Paris. La prison de la Santé adopte le système philadelphien d'isolement cellulaire
permanent qui a été décidé en 1836. Elle compte 500 cellules de 4 mètres de long, sur 2,50 mètres de large et 3 mètres de hauteur. C'était un énorme confort pour l'époque. C'est l'établissement le plus moderne de son temps et un véritable laboratoire d'innovation architecturale. Chauffage central, ça n'existait pas dans les immeubles. Siège d'aisance individuel dans chaque cellule, installation de bains, restauration collective par souterrain, appel des surveillants par système pneumatique. Alors je change de sujet. Comme ses prédécesseurs, il va concevoir aussi de nombreuses églises, comme l'église Saint-Pierre de Montrouge, l'église Notre-Dame-Nouteuil, dite de style romano-byzantin, ainsi que le temple protestant de Belleville. Mais, plus innovant dans leur conception, il va construire des écoles et des lycées qui, là on ne parle plus de la prison de la santé, qui inspirent la joie de vivre et d'être jeune. Ainsi, l'école primaire du 14e arrondissement, le lycée Buffon à Paris, en 1885, que l'on voit ici, et 3 ans plus tard, l'actuel lycée Molière, dédié aux demoiselles de l'Ouest parisien, qui pouvaient ainsi déambuler agréablement à l'ombre des arbres et des galeries. Il construira aussi, vous voyez donc quand même un grand saut, des immeubles de grand luxe qui marquent le développement de Paris vers l'ouest, comme l'immeuble du 27 avenue Georges Mandel en 1881, dans l'esprit des constructions de la côte normande qui étaient très à la mode à cette époque. Émile Vaudremer poursuivra ses activités jusqu'en 1904 et s'éteindra à Antibes, un jour après son anniversaire de ses 85 ans, le 7 février 1914. C'est Gaston Redon qui va lui succéder la même année. Né en 1853, il a pour frère cadet le peintre symboliste Odilon Redon. Élève à l'école des Beaux-Arts, il est diplômé en 1883 et obtient la même année le Grand Prix de Rome. Il séjourne à la Villa Médicis de 1884 à 1887, où il rencontre, ça va plaisir à notre ami perpétuel, Claude Debussy, avec lequel il se lie d'amitié, ainsi que Charpentier. Son ouverture aux autres arts que l'architecture le caractérise. En fait, on peut dire qu'il aimait tout sauf l'architecture. Il sera lui-même passionné de musique toute sa vie. De retour à Paris, Gaston Redon va poursuivre, comme nombreux de ses confrères prix de Rome, 2 activités. La première, en prenant la succession de l'atelier Coquart-Guérard à l'école des Beaux-Arts, où il formera des élèves brillants, nouvelle génération d'architectes modernes comme Roger-Henri Expert, Albert Laprade, Léon Azena ou Michel Rouspitz. Cependant, professant une profonde aversion pour le métier d'architecte au quotidien, avec toutes les contingences qui s'y attachent, plutôt que de parler architecture, il préférera toujours s'entretenir avec ses élèves du dernier concert auquel il a assisté. La musique était, je pense, son rayon de soleil. Sa seconde activité sera bien sûr ses fonctions d'architecte des bâtiments civils. Il sera nommé architecte du Louvre et des Tuileries, avec donc Emmanuel Pontremoli comme assistant. Il y développera le concept d'une muséographie moderne, avec l'aménagement du musée des arts décoratifs, qui a été conservé jusqu'à nos jours et dont vous voyez une photo, dans l'aile du pavillon de Marsan sur 6000 m² et qui sera inauguré en 1905. Il est alors écrit dans la presse: Monsieur Redon, architecte, a réalisé des prodiges en aménageant ce pavillon jusqu'ici inutilisable. Une nef imposante, éclairée sur la rue Rivoli et sur les Tuileries par des bas-côtés de 3 étages qui s'ouvrent même par des loggias sur la nef centrale et se divisent en de très nombreuses salles. Et c'est vrai que le jeu de ces espaces faisant circuler la lumière par ces 2 orientations crée un lieu exceptionnel et joyeux. Mais en dehors de ces charges officielles, il construit très peu. Le tombeau du compositeur César Franck au cimetière Montparnasse et, en 1896, le casino de Royan que vous voyez ici et qui a aujourd'hui disparu. Alors que son architecture est lumineuse et claire,
Gaston-Redon sera habité toute sa vie par de puissantes mélancolies. Tout est angoisse pour lui. Et là, il semblera s'exprimer le mieux, et c'est dans ses dessins d'architecture imaginaire, ces visions que vous voyez ici, qui ne sont pas d'une gaieté folle. Gaston-Redon s'éteint en 1921 à l'âge de 68 ans. C'est Emmanuel Pontremoli qui lui succède en 1922. Nous avons déjà vu Emmanuel Pontremoli travailler comme adjoint auprès de Gaston-Redon, et l'Institut le connaît bien, puisqu'il fut l'architecte de la Villa Quérilos. Emmanuel Pontremoli est né à Nice en 1865, et il est le petit-fils du grand rabbin Eliezer Pontremoli. Après des études d'art à Nice, il commence à suivre ses études à l'École des Beaux-Arts et obtient le Grand Prix de Rome en 1890. Il sera pensionnaire de la Villa Médicis de 1891 à 1896. Il séjourne alors à Delphes et à Pergame. Il publiera des études sur la restauration et la description des monuments de l'Acropole, dont les planches obtiendront le Grand Prix d'architecture de l'Exposition universelle de Paris en 1900. C'est alors qu'il est l'adjoint de Gaston-Redon, comme nous l'avons vu, au Louvre. Mais c'est aussi le temps où il va donner son œuvre la plus connue, puisqu'entre 1902 et 1908, il va réaliser la Villa Quérilos, dans le style de la Grèce antique, pour Théodore Reynac. Il crée ainsi le modèle de reconstitution savante, alliant la rigueur archéologique avec l'habitabilité contemporaine. Lieu absolument magique, presque mystique, entre la terre, la mer et le ciel, d'une incroyable sérénité, et que tout visiteur a envie de se poser, d'admirer, de méditer sur la beauté du monde. En 1911, il construit à la demande d'Edmond Rothschild la synagogue de Boulogne-Billancourt, en style byzantin, et peu après, l'Institut de paléontologie humaine à Paris pour le prince Albert Ier de Monaco. Il crée ainsi l'architecture scientifique moderne, adaptée aux besoins de la recherche. Considéré comme l'un des plus grands professeurs de l'École des Beaux-Arts de Paris, il en est nommé directeur en 1932. Et Emmanuel Pontremoli nous quittera en 1956 à l'âge de 91 ans. C'est Jacques Carlu qui sera élu en 1957 sur le fauteuil d'Emmanuel Pontremoli. Avec Jacques Carlu, nous pénétrons véritablement dans l'architecture du XXe siècle. Né en 1890, à Bonnières, non loin de là où vit Claude Monet à Giverny. Il entre très jeune à l'École des Beaux-Arts de Paris, mais préfère ne pas poursuivre son enseignement, car il est déçu par certains professeurs qu'il estime injustes vis-à-vis de lui. Il était tellement brillant que ses professeurs estimaient qu'il ne respectait pas les règles et qu'il trichait à ses examens, ce qui était totalement faux. Il choisit donc de quitter l'école pour ne rentrer que par la grande porte, en ne visant que le Grand Prix de Rome, car celui-ci conférait automatiquement le diplôme d'architecte, même si l'on n'avait pas suivi l'enseignement de l'École des Beaux-Arts. Il va donc voyager beaucoup, la Grèce, l'Italie, la Turquie, la Roumanie, où il gagne un important concours, puis l'Angleterre, où il travaille des projets pour le Canada et pour les États-Unis. Il se marie en 1917 avec Natacha Pecker, une artiste dont vous voyez ici une œuvre, et qui va collaborer toute sa vie avec lui, connue seulement en France sous le nom d'Anne Carlu. En 1919, il est reçu sans avoir fait l'école, Grand Prix de Rome, ex aequo, et il séjournera à la Villa Médicis pendant 3 ans, de janvier 1920 à décembre 1923. À son retour en France, il crée au palais de Fontainebleau une fondation qui existe encore aujourd'hui, la Fontainebleau School of Art for American Students, dont il devient le directeur, ce qui marque le début d'une carrière non seulement en France, mais aussi aux États-Unis.
Cela montre aussi son ouverture à ce nouveau monde qui incarnait les États-Unis à cette époque, monde de l'industrie, de la technique, de la finance, de la richesse. Il sera professeur au MIT à Boston pendant 10 ans, à partir de 1924, et il apportera des dessins pour l'aménagement de la cour d'honneur de cette université. Il devient ainsi un intermédiaire clé entre l'art déco français et le public nord-américain. Il travaillera aussi à Toronto et aménagera les espaces intérieurs du Eton College Street dont vous voyez les photos. La salle de concert, le grand foyer, la grande salle circulaire. Il est de retour à Paris en 1935. En tant qu'architecte en chef des bâtiments civils, il choisit alors de prendre en charge le palais du Trocadéro, dont il souhaite démolir l'ancien théâtre qui en occupe le centre. En 1934, l'exposition universelle de 1937 approche et un concours est ouvert pour habiller l'ensemble du palais du Trocadéro. Associé à Boileau et Azéma, Jacques Carlu remporte le concours avec un projet qui dépasse de loin le programme initial, puisqu'il propose d'en abattre la partie centrale et d'habiller toutes ses ailes en retour. Après une lutte très vive contre l'administration, les travaux pourront être lancés, sans cependant qu'il soit mis en place les crédits nécessaires, comme souvent, pour le réaliser pleinement. C'est l'édifice que nous connaissons aujourd'hui. Pour la petite histoire, afin de réaliser son projet, Jacques Carlu va lancer la démolition du palais central sans en avoir l'autorisation officielle. Il va ainsi mettre devant le fait accompli l'administration, qui se verra alors obligée de suivre. Et donc j'ai écrit « Ah, que le pouvoir des architectes était grand en ce temps-là ». Cependant, petite comparaison vis-à-vis d'autres mouvements d'architecture de cette époque. En 1935, Le Corbusier a déjà réalisé la Villa Savoie et habite l'immeuble à Molitor qu'il a construit et il est là toute sa vie. Une petite pensée ici pour notre confrère François Chalin, qui nous a quittés récemment et qui était un grand spécialiste de Le Corbusier. Mais revenons à Jacques Carlu. On peut comprendre pourquoi le palais de Chaillot apparaîtra à l'issue de sa construction comme un édifice art déco d'un style complètement dépassé, même si aujourd'hui tout ça est oublié et qu'il fait partie du paysage de Paris. Simplement, il était décalé pour son époque. Jacques Carlu va aussi travailler avec Robert Malestévin sur de nombreux projets, dont un musée de la République qui ne verra jamais le jour. Mais Jacques Carlu a permis de conserver de multiples archives de Malestévin qui lui-même n'en a conservé aucune. L'œuvre de Jacques Carlu est immense. Elle se déroule après la guerre, dans une période qu'on appelle les 30 Glorieuses. À cette époque, le développement économique de la France est intense. L'on reconstruit et construit beaucoup, mais la réflexion sur la qualité architecturale est placée un peu en second plan vis-à-vis des innovations techniques et de la préfabrication. Je citerai ici que quelques-unes de ces réalisations. Il sera l'architecte du bureau de l'OTAN à Paris, aujourd'hui l'Université Dauphine, mais auparavant, le palais de Chaillot aura permis de recevoir la 3e assemblée de l'ONU qui se déroulera en 1948. Et en 1952, Jacques Carlu va réaliser dans le temps record de 135 jours, un peu plus de 2 mois, des bâtiments provisoires en préfabriqué dans les jardins du Trocadéro qui vont abriter les bureaux de l'ONU. Ces bâtiments resteront en place une dizaine d'années et ne seront démolis qu'en 1960. Il fallait quand même avoir une certaine énergie pour faire ça. Il interviendra aussi pour les travaux de l'extension du Palais des Nations à Genève et construira en 1966 le centre Censier de la Faculté des Lettres de Paris. Il sera aussi l'architecte du Théâtre national de Bretagne à Rennes en 1968. Pour mieux connaître Jacques Carlu, je tiens à vous raconter cette anecdote.
Jean, son frère cadet, est amputé du bras droit à l'âge de 18 ans à la suite d'un accident. Jacques, malgré ses grandes activités, va alors apprendre à dessiner lui-même de la main gauche afin de pouvoir instruire son frère de cette technique. Et celui-ci, ayant abandonné ses études d'architecture mais étant capable de dessiner, pourra alors se tourner vers le graphisme. Jean Carlu deviendra ensuite l'un des grands créateurs de son époque, notamment comme dessinateur et affichiste. Donc, je reviens à Jacques Carlu. Jacques Carlu, notre confrère, s'est éteint en 1976 à l'âge de 86 ans. Pardon ? Oui. C'est Christian Langlois qui succède à Jacques Carlu en 1977. Il a 53 ans. Christian Langlois est fils d'architecte, il suit ses études à l'École des Beaux-Arts de Paris à partir de 1945 et en sort diplômé 5 ans plus tard. Mais en 1951, il n'est pas retenu comme pensionnaire à la Villa Médicis. Christian Langlois va réaliser l'essentiel de sa carrière en tant qu'architecte du Sénat au Palais de Luxembourg. Tout d'abord attaché en ce lieu en 1957, il en devient l'architecte en chef en 1965. Suivant les pas d'Alphonse Henri Guy de Gisors, il va mener d'importants travaux sur le Palais du Sénat en doublant sa surface. Mais il va le faire dans le respect de l'œuvre passée puisque toutes ces réalisations resteront invisibles, car réalisées en sous-sol, sous les cours de l'ancien palais, mais aussi autour de patios creusés sous le niveau des jardins. Christian Langlois était opposé à l'idée de rupture en architecture ainsi qu'aux théories de Le Corbusier, architecte qu'il détestait. Et c'est ainsi qu'alors qu'il se construisait en 1968, boulevard Raspail, la maison des sciences de l'homme avec comme architecte Marcel Lotz, il va concevoir dans le même temps, rue de Vaugirard, une extension des bureaux du Sénat d'une architecture conforme à ses convictions classiques. Il souligne l'importance des continuateurs. C'est à eux, dit-il, qu'il appartient d'exalter l'œuvre d'origine, monument ou ville, en les développant conformément à sa morphologie profonde et non la détruire en s'y opposant. Dans le respect de ces principes, il construira les préfectures de région d'Orléans et de Limoges que nous voyons ici. Christian Langlois a été un précurseur pour intégrer les artistes à l'acte de construire, en les associant à son travail, en préfigurant ainsi la loi du 1% artistique dans les constructions publiques. L'anecdote de la médaille que Paul Belmondo a réalisée pour lui témoigne de l'estime que les artistes avaient pour notre confrère. Paul Belmondo dira de lui qu'il ne saurait concevoir l'architecture sans l'apport des autres arts plastiques. Je rajouterai que Christian Langlois aimant la vie, le personnel de l'Institut se souvient de sa décontraction lorsqu'il arrivait en habit d'académicien, à la Vivière, dans sa Jaguar décapotable, dans la cour de l'Institut. Mais je ne connais pas la couleur de la Jaguar. J'espère qu'elle était verte. Et c'est ainsi que j'ai terminé la longue liste de mes prédécesseurs dont je me sens très honoré. Élu en 2013 au sein de notre académie, je me suis permis de citer au fil de l'évocation de mes confrères quelques monuments que j'ai eu l'honneur de restaurer. Le parti architectural que je me suis efforcé d'adopter pour mener ces restaurations tient dans une phrase qui est en sicilien, tirée du roman Le Guépard de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, dont le film Lucio Visconti a été tiré. Je vais parler sicilien, excusez-moi. Si vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna di tutto cambi. Si nous voulons que toute chose reste pareille, il faut que nous changions tout. Exprimé dans la formule courante, il faut que tout change pour que rien ne change. À l'issue de l'incendie du palais du Parlement de Bretagne, s'est posée la question de sa reconstruction
ou plutôt de son utilisation. Le ministère de la Justice, auquel il était affecté, l'estimait trop petit par rapport à ses besoins et ne voulait pas le financer. J'ai pu proposer un système constructif contemporain, abandonnant le principe d'une reconstruction à l'identique, qui est généralement respecté, pour substituer aux charpents de bois ces gigantesques poutres tridimensionnelles en acier qui ont permis de dégager la surface des combles nécessaires pour les aménager. Mission qui fut réalisée ensuite par mon regretté confrère Jean-Loup Roubert, qui m'a précédé à l'Opéra Garnier et au Grand Palais, et pour lequel j'ai une profonde amitié. Un grand merci ici à Marie-Vonne de Saint-Pulgent, qui était alors notre directrice du patrimoine au ministère de la Culture lorsque l'incendie s'est produit et qui a toujours été un grand soutien pour moi. Elle est aujourd'hui parmi nous, enfin pas aujourd'hui, mais elle fait partie de notre académie. Pour ce second exemple, je citerai les vitraux de la Sainte-Chapelle que j'ai protégés par des verres de doublage moulés sur les originaux et qu'ils ont remplacés dans leur position initiale, c'est-à-dire à l'extérieur, entraînant le déplacement de quelques centimètres des vitraux originaux vers l'intérieur de l'édifice. Vous ne pouvez pas imaginer les débats qu'il a fallu mener pour faire accepter de séparer ces œuvres si importantes de leur structure originale. Mais aujourd'hui, quand on voit l'évolution du climat, elles sont totalement hors d'atteinte des problèmes climatiques et c'est très rassurant. Puis la verrière du Grand Palais, qui avait toujours été translucide et à qui j'ai apporté la transparence et la sécurité. Je vous raconte un peu l'histoire du Grand Palais parce que tout a démarré par un rivet qui est tombé du haut de la verrière dans la boîte à couture de Jean-Paul Gaultier. C'était lors d'une inauguration d'un salon sur la mode et le Grand Palais a été immédiatement fermé. C'était prudent. Il l'est resté pendant 10 ans. Si le rivet tombait, c'est que les structures étaient sous tension. Et si elles étaient sous tension, c'est que l'aile sud du Grand Palais, côté Seine, s'enfonçait doucement dans le sol. Les travaux invisibles, mais qui furent les plus complexes et les plus coûteux, ont consisté à reprendre l'ensemble des fondations de la structure qui portait la verrière du Grand Palais en descendant des parois moulées sur le périphérique de l'espace couvert par la verrière afin de reprendre la fondation de chacun de ces poteaux. Et ces poteaux avaient déjà été repris tant de fois, c'était des poteaux avec des pieux en bois que les Allemands avaient repris dans les années 40 par du béton, etc. Donc il a fallu contourner l'ensemble des fondations pour venir resserrer tout l'ancien principe et retrouver le bon sol, encore une fois, 20 mètres plus bas. Mais la récompense intervient et nous avons pu traiter les superstructures. Tout d'abord, décaper l'ensemble de la structure qui était recouverte de peinture au plomb. Et vous imaginez comme c'est difficile de sabler en plein ciel ces peintures, de les récupérer, etc. Puis ensuite, bon, alors ça c'est le côté amusant, retrouver la couleur originale, qui est donc la couleur du ripolin, vert réséda moyen. Et puis ensuite, donc, reprendre la totalité des verrières en retrouvant le rythme initial qui avait été perdu et en mettant donc des éléments plus fins que ceux qui étaient avant les travaux. Pour vous donner une idée tout de suite, quand on prend une verrière où les panneaux de verre font 1,20 m et qu'on dit à l'administration, vous allez rire, mais on va les ramener à 90, c'est-à-dire qu'en fait vous perdez 30% du verre qui était bon à mettre à la poubelle, ça ne fait pas trop rire l'administration. Et donc il faut être convaincant. Et puis il a fallu donc traiter tous les problèmes d'évacuation des eaux qui ne se faisaient pas très bien et que l'on a amélioré pour retrouver donc à la fin la nouvelle transparence. Donc je vais vous montrer les éléments de béton. Vous voyez les éléments de béton qu'on a fait, vous voyez les piliers de la verrière avec ces fondations nouvelles de béton que vous pouvez voir. Et puis ici, donc les riveteurs, il a fallu reprendre 20 000 rivets sur la structure. Le plus difficile dans les rivets, c'est de les enlever parce qu'ils sont coupés, sciés, etc. Donc il faut d'abord les chasser et puis ensuite en remettre d'autres.
Je parlerai aussi de la piscine Molitor, que j'ai repris en association avec mes confrères Jacques Rougerie, notre confrère Jacques Rougerie, et Alain Derbès, et qui a vu les dimensions de sa piscine ouverte réduites, puisque les cabines de bain d'origine, disposées tout autour du bassin, qui faisaient 2 mètres carrés, sont devenues des chambres de plus de 25 mètres carrés chacune. Piscine, comme vous le savez, d'une importance absolue dans notre histoire, puisqu'elle a vu l'apparition du bikini, inventé, comme nous le savons tous, par le français Louis Réard en 1946. C'est pour ça que je tenais à vous présenter cet édifice. Ensuite, donc, le théâtre de l'Odéon, qui a vu sa scène établie au niveau du sol environnant, ce qui n'était pas le cas avant, en étant descendu de plusieurs mètres, tandis que ses couvertures étaient totalement modifiées pour retrouver les dispositions d'origine. Vous voyez ici l'ancienne disposition et la nouvelle à droite. En fait, c'est tout le théâtre qui a été repensé autour de la salle, qui a retrouvé ses dimensions initiales qu'elle avait perdues parce qu'on avait installé des vestiaires, etc. Et pour la petite histoire, lorsque j'ai restauré le théâtre de l'Odéon et que j'ai donc découvert toutes les structures, et en particulier la corbeille, j'ai repensé à mai 68, où moi je m'étais trouvé avec des centaines d'étudiants sur cette corbeille, et qui ne tenaient absolument pas. Tous les morceaux de bois, les éléments de charpente étaient dissociés, et j'ai vraiment pensé qu'il y avait eu un miracle, parce que autant de gens qui étaient en train de sauter en rythme auraient pu vraiment se retrouver à l'étage d'en dessous. Je change de sujet. L'église Saint-Eustache, dont j'ai restauré toutes les couvertures ainsi que l'ensemble des façades occidentales, et qui a perdu la terrasse de son télégraphe pour retrouver son clocheton à la croisée de son transept. Toutes ces modifications parfois importantes et dont le public ne se rend absolument pas compte, ce qui est le but, car il semble retrouver les bâtiments qu'ils ont toujours vus. Enfin, je souhaite adresser un message d'amitié à Hugues Randolph Gall, qui nous a quittés il y a plus d'1 an, et avec lequel j'ai eu le bonheur et l'honneur de restaurer les façades et le grand foyer de l'Opéra Garnier pendant 10 très belles années, et dont je poursuis l'œuvre à Giverny. Hugues avait la gentillesse de me faire partager les réunions de direction qu'il tenait chaque semaine avec donc ses directeurs de la danse, Brigitte Lefebvre, que nous connaissons bien, et tous les autres. Il pouvait parler de l'opéra qu'il allait monter dans 3 ans avec tel ou tel grand chanteur, et puis passer du coq à l'âne et dire que finalement, à la 3e loge, au 3e étage, il y avait une vis du verrou qui ne marchait pas et qu'il fallait absolument réparer. C'était absolument extraordinaire de voir la connaissance complète qu'il pouvait avoir de son métier. C'était absolument fascinant. Pour conclure, je souhaite évoquer la mémoire de notre confrère Yves Boiret, qui occupa le fauteuil numéro 10 de notre académie, car il a toujours été mon modèle et je l'ai toujours admiré. Je vous remercie. Nous avons un petit moment pour les questions, donc si vous souhaitez en poser, bien les micros vont circuler. Je vais profiter de cette occasion, mon cher, pour te taquiner sur un sujet sur lequel je dis devant tous les spectateurs ici, tu m'as promis d'intervenir, qui est la notion de la vérité dans la restauration. Je pense par exemple, si tu pouvais nous dire un mot, tu as restauré l'hôtel Lambert. Tu l'as même restauré 2 fois parce qu'il y a eu un malheureux accident. Et au moment où tu restaurais cet hôtel, il y a eu, que magnifique, donc à Paris, au bord de Seine, il y a eu au moins
3 ou 4 interventions de personnes qui te disaient il faut le restaurer comme du temps du grand ambassadeur de Pologne, il faut le restaurer comme il a été construit au tout début. Et donc, à un moment donné, quelle est la vérité? Comment est-ce qu'un architecte de monument historique qui, à un moment donné, a un travail de restauration à faire, à quelle époque il se réfère? Parce que finalement, quand les bâtiments ont 3 siècles ou 4 siècles, il y a différentes vérités. Alors, il y a des chartes internationales. Il y a la charte d'Athènes, il y a la charte de Venise, il y a des chartes encore plus récentes qui indiquent que l'on doit restaurer le dernier état connu. Et donc, c'est la règle. Elle indique aussi que toute restauration doit être soulignée pour être reconnue tout de suite, pour qu'il n'y ait pas de méprise entre un travail de restauration et le monument ancien. Mais si on applique ces règles, ça conduit à des monstres, parce que dans une église qui aura été un peu abîmée, tout d'un coup, paf, il y aura une pierre neuve qui viendra en saillie pour bien montrer qu'elle est neuve. Et puis, il y a aussi, je dirais, des états qui sont plus intéressants que d'autres. Et que, donc, s'il y a eu des interventions qu'on peut juger maladroites, il appartient à l'architecte de proposer de revenir sur ces éléments. Mais quand on travaille sur les monuments historiques classés en particulier, on n'est pas tout seul. Il y a une administration très très lourde qui est là. Il y a souvent des comités scientifiques qui peuvent discuter. Et voilà. Pour l'hôtel Lambert, par exemple, il y avait une cheminée 19e qui n'avait pas beaucoup d'intérêt et on s'était permis de modifier la disposition de cette cheminée dans une aile tout à fait secondaire de l'hôtel Lambert et de transposer la cheminée dans une chambre, de la mettre dans une autre chambre. Donc il y a une association qui est intervenue, qui nous a attaqués, on est passé en tribunal, on a perdu, et donc le propriétaire a préféré donner un peu d'argent à cette association, c'est comme ça que ça se passe généralement, pour que l'association retire sa plainte. Mais on travaille toujours dans un monument historique avec donc ce possible débat et avec aussi des associations aujourd'hui qui font un peu leur métier d'attaquer systématiquement les autorisations ou les travaux pour pouvoir récupérer éventuellement un peu d'argent. Ça arrive parfois, souvent. C'est très intéressant de pouvoir réfléchir au patrimoine, car on s'aperçoit que les problèmes qui sont posés pour le patrimoine du XXe siècle sont extrêmement proches des problèmes qui sont posés pour restaurer une église romane ou une église gothique. On a les mêmes interrogations, on a les mêmes problèmes techniques, on a le souci de transmettre, tout en ayant aussi le souci d'être compris. Parce qu'un monument d'aujourd'hui, il faut qu'il puisse être utilisé, il faut qu'il puisse répondre aux besoins de la société d'aujourd'hui. Même si c'est une église, il faut qu'elle réponde aux besoins du clergé d'aujourd'hui, qui n'est pas forcément le même que celui d'il y a 3 siècles. Enfin, donc il y a toute une évolution, une adaptation pour conserver les valeurs, non seulement les valeurs esthétiques, mais les valeurs profondes que le patrimoine exprime de la société. Et c'est très intéressant, quand on est un architecte comme moi, d'avoir la chance de pouvoir restaurer. Il m'est arrivé de restaurer des dolmens en Bretagne, c'est assez simple, enfin. Et puis donc des bâtiments complets, parce qu'actuellement nous restaurons la maison du peuple de Jean Prouvé à Clichy, donc avec des problématiques très différentes, et puis des manières de voir les choses par les concepteurs très très différentes. Mais finalement, la mission est la même. La mission est la même, c'est de permettre
au patrimoine de continuer à vivre dans son temps, comme je disais un petit peu tout à l'heure, en le modifiant pour qu'il reste pareil, en fait, en l'adaptant, en le faisant comprendre et en le faisant vivre. Voilà. C'est ce que je m'efforce de faire. Mais alors, un petit mot sur le Grand Palais. Lorsque je me suis occupé du Grand Palais, le ministère de la Culture m'a dit, vous savez, Perrault, le Grand Palais, c'est moche, on n'en veut pas, il tombe de partout, ça va nous coûter un fric de dingue. On veut le donner, on veut le passer à quelqu'un. Alors on va créer peut-être Bouygues, peut-être des gens comme ça qui pourraient nous le prendre, parce que nous, on ne sait pas faire, et puis c'est moche. Bon. Et alors donc, on dit, faites le minimum. Alors bon, il s'effondre. Alors faites en sorte qu'il reste debout, parce qu'on peut pas le vendre. On peut pas s'il s'effondre, ça va créer des problèmes. Donc faites le minimum. Bon. Donc en fait, j'ai fait le minimum, c'est-à-dire quand même que je suis descendu à 20 mètres de profondeur sur tout le tour. J'ai dépensé beaucoup d'argent, mais c'était le minimum. Bon. Et puis après, par chance. La réglementation avait changé et il fallait que le personnel qui s'occupait du bâtiment puisse marcher sur la verrière. Et alors donc le ministère de la Culture est venu me voir en disant, Perrault, il va falloir changer la verrière parce que si on marche dessus actuellement, on tombe et c'est plus tellement correct vis-à-vis de la réglementation. Donc trouvez-nous, voilà. Il faut que dans le prix de la fondation, vous puissiez intégrer sans trop de maximum, parce qu'on ne va pas recommencer un dossier. Donc dans les 5% de dépassement dont on a droit sur les travaux, trouver le moyen de restaurer la verrière. Bon, c'est ce qu'on a fait. Et puis après, j'avais la chance d'être l'architecte de l'Opéra, et donc à l'Opéra, on voit beaucoup de gens passer. Et donc là, il y a le conseiller du président de la République, qui est le conseiller culturel, que je connaissais un peu, et je lui dis, si ça vous fait plaisir, venez visiter le chantier. Bon. Alors, il vient voir le chantier, et puis devant, il y avait le petit palais, qui venait d'être restauré d'une manière formidable par la ville de Paris. Et alors je lui dis, vous savez, c'est quand même un peu embêtant parce que votre patron, là, le président, il va sortir de chez lui. D'un côté, le petit palais restauré, impeccable, par le maire de Paris, qui n'est pas tellement votre copain. Et puis vous, avec bien sûr une belle verrière, mais une façade moyennement en ruine. Alors il me dit, mais c'est pas possible ça. Bon. Alors je vous raconte un peu là-dessus, quand je commence à parler. Là. Et donc l'après-midi, je croise Hugues qui me dit, comme c'est dommage, comme je suis désolé pour vous. Alors je lui dis, ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, vous êtes viré. Je lui dis, ah bon? Il dit, oui, j'étais au ministère de la Culture, il y avait une réunion de direction auquel je fais partie. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cet architecte qui va s'adresser au président de la République pour lui raconter des bas? On le vire. Alors je rentre chez moi le soir, en me disant, il va falloir que je change de monument. Et donc le lendemain, le ministère de la Culture m'appelle en disant, Monsieur Perrault, on veut vous voir. Donc je me dis, ça y est, c'est le coup près qui tombe. Alors j'y vais. Et on me dit, Perrault, on a reçu des ordres. Donc vous êtes chargé de restaurer les façades. Parce que... donc j'étais quand même assez content. Alors j'ai juste fait un petit nettoyage de façade. Mon confrère, bien sûr, après, est intervenu beaucoup plus lourdement, puisqu'il y a eu des très très gros travaux depuis sur le Grand Palais. Bon, écoutez, j'arrête de discuter de toutes les petites choses. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Je vous rappelle que la prochaine conférence de ce cycle sera faite par notre confrère Jacques Rougerie et qui, alors évidemment, vous entendrez parler de la mer beaucoup. Formidable. Vous êtes un conférencier, mais hors pair. Bon, c'est gentil. Ah non, mais c'est...